Bonjour les amis, aujourd'hui c'est moi qui passe devant la caméra. Je vais vous présenter Stéphane Granzotto. Photographe, réalisateur et plongeur, il a réalisé une quarantaine de documentaires, entre autres pour France Télévisions. Il a aussi réalisé un magnifique livre sur les cachalots. Nous allons le voir ici, à Nantes, à la galerie Equinox. A tout de suite! Alors, bonsoir Stéphane Granzotto. Bonsoir. Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. Déjà, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour les abonnés qui ne vous connaissent pas encore? Oui, c'est moi qui vous remercie. Je m'appelle Stéphane Granzotto, je suis réalisateur de films documentaires et photographe de nature. Et si je suis là, c'est parce que j'expose dans une galerie qui s'appelle Galerie Equinox, une série de photos que j'ai faites en océan Indien sur les cachalots en fait. Donc c'est un travail qui m'a occupé là plusieurs années et que j'ai mené en parallèle avec le travail d'une association Longitude 181 et puis une association mauricienne qui s'occupe du suivi du recensement des cétacés à l'île Maurice. Quel était le déclic pour cette passion pour la photo et pour l'image, j'ai envie de dire, avec tous ces documentaires et ces photos? La passion pour l'image, ça remonte, je ne sais même pas à quoi elle est due en fait. En tout cas, elle remonte très loin. Je crois que j'avais 10 ans quand j'ai eu pour la première fois envie d'avoir un appareil photo, un réflexe. Et donc ça fait un moment, j'ai 45 ans. Et j'ai toujours un petit peu fait de la photo, c'est une passion. J'en ai fait aussi mon métier, puisque ça m'a amené à être réalisateur de documentaires. Je fais souvent les images de mes films moi-même. Et après, le lien avec la nature, j'ai grandi à la campagne, dans un milieu favorisé par rapport à ça. Et j'ai toujours été sensible à mes parents, des amis. J'ai eu la chance d'habiter dans un milieu proche des montagnes. On faisait beaucoup de marches en montagne. Il y avait des lacs, des ruisseaux. Et ça m'a donné envie d'être au bord de l'eau et aussi d'aller voir sous l'eau. Après, la mer, les océans, c'est une rencontre un petit peu plus tardive pour moi. Et justement, ça a été quand le déclic? Parce que quand on vient de la campagne, on ne voit pas la mer tous les jours. Donc, c'est vrai, ouais. Moi j'habitais au pied des montagnes, près de Grenoble, et c'est à l'occasion d'un tournage de film, un documentaire qui traitait d'une problématique d'une algue invasive. Et j'ai rencontré des plongeurs professionnels, des scaphandriers et des photographes sous-marins, et ça m'a donné envie, ils m'ont donné envie d'aller voir sous l'eau, quoi. Donc par rapport à ce moment-là, j'ai commencé à plonger, à m'intéresser vraiment à cette activité, et puis au monde aussi sous-marin. Et puis après, tout naturellement, la jonction des deux passions, de la plongée et de l'image, ça s'est opéré tout naturellement. Puis voilà, maintenant ça me quitte. J'imagine, oui, que vous vous sentez très chanceux quand vous êtes en face, par exemple, des cachalots. Et quelle a été votre première rencontre, justement, quand vous avez vu un cachalot pour la première fois? En fait, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Il y a un petit peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas ce que c'est. L'image du cachalot, elle s'est forgée dans l'imaginaire collectif sur une base d'agressivité d'un animal. C'est le plus grand prédateur à dents, c'est Moby Dick, c'est la baleine tueuse, c'est tout un tas de choses. Alors on se dit que nos copains ont plongé avant nous avec ces animaux, donc ils sont toujours là, donc il n'y a pas trop de risques, mais quand même. Puis c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas comment ça va réagir, on ne sait pas comment l'animal va se déplacer, on ignore tout en fait. Et puis en un instant, dès que l'animal passe devant vous, on s'aperçoit immédiatement que ce n'est qu'une seule chose, c'est un animal complètement pacifique, d'une grande quiétude, d'une grande curiosité aussi. C'est parce que c'est là-dessus que je mise, et que mes collègues aussi misent pour soit les observer, soit les étudier, soit les photographier en fait. Donc ce sont des animaux déroutants à ce point de vue, parce qu'on ne connaissait rien d'eux. Des gens commencent à faire grandir notre connaissance par rapport à cet animal. Et moi j'amène ma petite pierre modestement à l'édifice, parce que mes photos servent parfois à l'identification de ces animaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment privilégié que vous avez eu avec eux? Il y a un moment qui est rare, peut-être, que pas beaucoup de gens ont vu, une naissance En fait, des moments privilégiés, il y en a plein, j'en ai vécu, j'ai eu la chance, et comme d'autres, j'ai beaucoup de modestie, d'humilité par rapport à ça, mais ce sont des animaux tellement
impressionnant, tellement grand, tellement hors de tous les qualificatifs que nous on peut avoir. Tous les moments sont privilégiés. Après, il faut savoir que le cachalot est un animal très social. Ce sont des animaux sociaux. Ils vivent en clan, en famille. Ils passent beaucoup de temps les uns proches des autres dans des comportements de socialisation où ils se frottent les uns aux autres. Et en gros, ils se disent qu'ils s'aiment. Et dans ces moments-là, quand on se met à l'eau, dans les règles qu'on doit respecter, c'est-à-dire sans aller vers les animaux, sans les oppresser, sans les agresser, les animaux nous acceptent totalement, y compris dans ces phases de socialisation, d'intimité du clan, et bien souvent où il y a des femelles adultes, donc des mères avec leurs petits. Et on peut avoir une grande proximité, et avec mon ami René Euzé, qui est un grand chef opérateur sous-marin, un grand cadreur sous-marin, qui était un des premiers à travailler sur ces animaux et qui est en ce moment, à l'heure où je vous parle, on a vécu des scènes d'allaitement très proches. Voilà, avec une proximité incroyable, on a pu voir et René a pu filmer. Et ça fait l'objet d'une séquence d'un documentaire que je suis en train de réaliser avec René et François Sarano pour Arte sur les cachalots. On a vu des allaitements de très près, on a pu voir le lait et comment s'y prenait le bébé pour téter sa mère ou une autre femelle, parce que c'est pas forcément sa maman. Voilà, elle mutualise l'allaitement. Donc en les filmant, les photographiant en train de faire ça, déjà on voit des choses qui n'ont jamais été vues avant, et puis en plus on comprend ce qui se passe, puisque en identifiant par la photo les individus, on a pu voir qu'ils ne tétaient pas que sa maman. Alors c'était des théories, mais voilà, la vidéo, René, le travail de tous les gens sur place ont permis de valider ces théories. Donc ça, c'est des moments ultra privilégiés. Et puis parfois, c'est une attitude de l'animal qui vient se positionner. Moi, je vais parler là en tant que photographe, dans une lumière incroyable ou dans une attitude, et ça marque. Voilà, donc ça, c'est des moments très privilégiés. La naissance. Comme c'est un clan et qu'ils vous voient, je pense, souvent quand même venir les observer, est-ce qu'ils vous reconnaissent? Est-ce qu'il y a un Alors, c'est comportement? une question qu'on nous pose souvent. C'est difficile d'affirmer quelque chose sans faire d'anthropomorphisme ou sans se projeter dans des considérations. Mais personnellement, moi je pense que oui, ils ont très bien compris ce qu'on est, qui on est, et qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Et chaque année, quand on y retourne, les premiers jours, il n'y a pas forcément de rencontres. Et puis après, il y a une espèce de confiance, ils nous tolèrent de plus en plus. D'accord. Pour nous, on en a souvent discuté aussi entre nous, on pense que oui, ils nous reconnaissent, quoi. Parce qu'on est toujours équipés pareil, on a un caisson, et pourquoi ils ne nous reconnaîtraient pas? Ce sont des animaux très intelligents. Voilà, donc, Comme vous dites, les photos, on va revenir à votre exposition. J'ai cru comprendre que tous les bénéfices allaient être justement versés à Longitude 181. Une partie des bénéfices, alors c'est toujours pareil, il y a une partie des bénéfices qui revient à la galerie, une qui me revient à moi. Cet argent-là, moi je le réinjecte dans des missions photographiques, c'est comme ça que je repars en mer, que je repars faire des photos. Et le principe de cette galerie qui s'ouvre à Nantes, et je trouve ça super original, c'est qu'une partie des bénéfices, un pourcentage qui est fixé contractuellement, est reversé à une association au choix de l'artiste qui est exposé. Et moi j'ai choisi évidemment Longitude 181, puisque c'est des gens avec qui je vais sur le terrain. Je suis aussi entre guillemets ambassadeur de cette association, dont le but est la sensibilisation à la protection des milieux marins et des espèces qui y vivent. Donc ils font un travail remarquable, et donc moi j'ai décidé que la partie qui serait reversée à l'association aille à Longitude 180. Je me suis un peu renseignée sur vous quand même avant de venir, et j'ai vu dans une interview que vous étiez un éternel optimiste. Oui. Et quel est votre regard sur nos océans maintenant ? C'est délicat, on vit à une époque où il y a une immense prise de conscience. Ça, je trouve que c'est super positif. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas des plastiques dans les océans, des métaux lourds. Les réseaux sociaux contribuent à cette prise de conscience. Les gens comme François Sarano, Longitude, il y a des tas d'associations de scientifiques, de gens qui militent comme vous pour ça, et ça c'est génial. Donc ça c'est très très positif. Après, ce qui est négatif évidemment,
régulièrement, c'est que ces milieux sont fortement impactés par les activités humaines. Hein. Là, je défonce des portes ouvertes, hein, tout le monde le sait. Mais et oui, voilà, on ne peut pas aller en mer sans voir un bout de plastique, sans voir des animaux qui sont malades, ils s'échouent. Alors certes, ils sont saturés en métaux lourds, il y a du plastique. Donc tout ça est compliqué, il y a le réchauffement climatique, on pourra empiler, mais ça c'est le fruit de l'activité humaine et ça on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, on peut tout faire pour maintenant. Et voilà, il faut regarder ce qu'il y a à faire et quand même, il faut rester optimiste. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les océans, c'est une incroyable machine à créer de la vie, quoi. Et on serait bien prétentieux en pensant qu'on peut enrayer cette machine. On va la dérégler, mais on la détruira pas. Et elle est bien plus puissante que nous. Il suffit de laisser. On l'a vu souvent. J'ai un ami qui est gardien d'une réserve naturelle en Corse, à Scandola, et c'est une réserve qui est créée depuis une 40aine d'années. C'est une réserve intégrale, c'est-à-dire on n'a pas le droit de plonger, on n'a pas le droit de mouiller un ancrage, on n'a pas le droit. 40 ans seulement. À l'échelle géologique, ça se mesure même pas, c'est rien du tout. Et y plonger à Scandola, parce qu'on a pu avoir des dérogations pour faire des images, pour faire des suivis scientifiques, mais c'est fantastique. C'est la Méditerranée comme les Grecs antiques ont dû l'avoir. C'est fantastique de richesse et de vie, alors qu'on a protégé un petit espace restreint pendant 40 ans seulement. Donc il suffit de le faire. Il suffit de créer des zones où l'océan peut à nouveau rejaillir par sa force. Voilà, et puis ça le fera. Donc il faut faire ce que vous faites, il faut faire ce qu'on fait, il faut parler de tout ça, quoi. Alors justement, quelles seraient pour vous les petites actions qu'on pourrait faire au quotidien, ou même les grandes actions qu'on pourrait faire au quotidien pour aider les océans, l'eau douce, le milieu aquatique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien? Nous, continuer à avoir des petites actions, faire attention au plastique, à notre consommation, ne serait-ce que de produits phytosanitaires dans le jardin, dans les produits d'entretien quotidien. Tout ça, c'est je dis ce que tout le monde dit depuis toujours, mais c'est tout bête, mais il faut le faire. Mais après, on est aussi dans un système où on culpabilise beaucoup le maillon qui est en bout de chaîne. À la fois, c'est nous qui pouvons aussi agir, mais il y a tout un tas l'industrie, l'agriculture intensive, c'est aussi une catastrophe. Il faut faire autrement. Voilà. Malheureusement, il y a quelques mois, il y avait un ministre de l'environnement qui était fantastique et il n'est plus là, quoi. Il y a des gens quand même qui sont motivés, mais voilà, dès qu'on essaye de prendre une décision dans ce pays, qui touche des lobbies, c'est tout de suite compliqué. Mais on comprend ça parce qu'il y a de l'emploi en jeu. Bien sûr qu'il y a des emplois. Voilà. Le plastique, on dit il faut arrêter le plastique, il faut arrêter les cotons-tiges. Cette semaine, je me suis dit je vais regarder, j'ai tapé plastique en France, plasturgie en France. Il y a le site de la plasturgie en France. C'est 35 milliards de chiffre d'affaires, 3500 entreprises et 120 000 emplois. Voilà le chiffre de la plasturgie. Comment on peut arrêter ça? On ne peut pas mettre tous ces gens au chômage, dire à toutes ces entreprises, vous arrêtez. Donc les pouvoirs publics essayent de ménager la chair à le chou et on est un peu dans une espèce de ventre mou. On ne prend pas les décisions que tout le monde, on aimerait tous faire autrement. On sait le faire. On a posé des gens sur la Lune en 1969. Alors inventer un emballage sans plastique en 2019, je pense qu'on sait faire ça. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ces questions et puis on vous souhaite que ça fonctionne super bien cette expo comme toutes les autres. J'espère pour la galerie aussi parce que c'est génial de faire ça. Elle lance Marie, elle lance un concept qui est vraiment, vraiment chouette et je souhaite vraiment que ça marche pour elle, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura attisé votre curiosité sur les cachalots. Merci à Stéphane Granzotto et la galerie Equinox pour cette magnifique exposition qui, je suis sûre, va sensibiliser le grand public à la beauté et à la fragilité des cachalots et des océans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Écrivez-nous un petit commentaire en bas pour nous laisser vos impressions. Et surtout, prenez soin de vous et des océans. Et à la prochaine. Récit flamand vôtre.